Salut l'artiste, on va parler des contenus anti-trafic. On part souvent du principe que créer un contenu va forcément nous rapporter du trafic ou des conversions, donc plus on crée, plus on obtient de résultats. Je vais te montrer dans cette vidéo que c'est l'exact opposé, que généralement une action aura plus tendance à provoquer des effets secondaires, des effets négatifs, que les effets attendus. Alors, les dangers réels de créer. La majorité, donc, cherche à créer davantage de contenu comme s'il n'y avait pas de conséquences négatives. Mais un contenu peut facilement détruire l'attention et la confiance. On a l'exemple de la publicité Gillette. Donc Gillette a perdu 8 milliards en créant la publicité qui s'appelle « We believe the best man can be », où ils prennent une position très activiste pour dénoncer la soi-disant masculinité toxique qui a anéanti la confiance d'une partie des consommateurs. Donc il y a beaucoup on peut le voir, hein, là j'ai la vidéo ici. Regarde, 1 600 000 pouces rouges sur la vidéo, vraiment, enfin cette vidéo elle a fait un scandale, tu l'as sûrement vu passer. Donc si Gillette n'avait rien fait, sur ce coup-là, ils auraient gagné plus d'argent. Donc là, je te prends un exemple extrême, évidemment, mais pour te montrer qu'un contenu n'est pas forcément positif. D'accord ? Au passage, Gillette a fait l'erreur de prendre un ton accusateur en mettant en évidence des comportements de certains hommes, genre en disant voilà, c'est pas bien d'être comme ça, c'est pas bien d'être comme ça. Donc on réprimande les hommes, on réprimande d'ailleurs certains types d'hommes qui ne sont pas la majorité des hommes, mais bref. Et les hommes se sont sentis insultés. Donc forcément, il y a eu des réactions extrêmement négatives, ce qui est totalement normal. Donc résultat, Gillette a perdu 8 milliards, en partie probablement à cette pub, hein. Il y a sûrement d'autres raisons, hein. Ils ont perdu aussi des parts de marché avec la concurrence qui se renforce, mais cette publicité a joué, parce que suite à cette publicité, les bilans suivants ont noté des pertes assez astronomiques. Donc, l'importance de l'attention, parce que je te parle de l'attention, tu vois, ce qui compte vraiment dans un contenu, c'est dans un business, j'entends, c'est l'attention. L'attention et la confiance. Ces deux éléments sont le pilier central de ton business, de la relation que tu as avec ton audience, qui va te permettre de vendre. Et malheureusement pour nous, il s'agit d'éléments extrêmement fragiles. D'accord ? La confiance et l'attention accordée sont très précieuses. Elles mettent longtemps à se construire et une fois détruites, c'est généralement définitif. Ok ? Donc, il faut vraiment comprendre ça. Il faut vraiment comprendre que, comme dans une relation ami-ami ou amour ou business, c'est la même chose, on traite d'humain à humain. On construit une relation basée sur la confiance, d'accord ? On doit pouvoir faire confiance à l'autre. Et il suffit que l'autre rompe une fois cette confiance-là pour que ça soit difficile de lui faire confiance après. On le voit en couple, il n'y a pas de raison que ce soit différent en business. Le problème, c'est que la majorité du temps, les formateurs se comportent comme si cette confiance était acquise lorsqu'il s'agit de business. Parce qu'on est en ligne, on est derrière notre écran, on voit pas forcément les gens, on a plutôt tendance à voir les chiffres qui rentrent dans notre porte-monnaie, sur nos inscrits, le nombre de vues, mais on oublie de considérer que derrière chaque vue, derrière chaque clic, derrière chaque vente, il y a une personne qui a des désirs, qui a des problèmes et qui nous accorde une certaine confiance. Et quand tu crées ton business, quand tu fais du business, tu dois vraiment avoir en tête à chaque seconde cette relation de confiance que tu es en train de créer. Et comme elle est très facile à détruire et très difficile à construire, il faut faire attention à ce que tu vas créer. L'attention, c'est ce qu'on appelle en sciences informatiques un point de défaillance unique. Qu'est-ce que c'est un point de défaillance unique ? Un point de défaillance unique, c'est une fragilité d'un système. Si cet élément lâche, c'est tout le système qui s'effondre, tout le système qui s'arrête. Je vais vous donner un exemple. T'as toutes les pièces d'un avion qui peuvent être en parfait état de marche, mais il suffit juste d'une seule défaillance d'une pièce critique et l'avion va se crasher. Alors bien sûr, pour parer à ce problème, les compagnies aériennes ont mis en place des checklists et puis elles ont dédoublé toutes les pièces critiques afin de limiter un maximum ces faiblesses. Tu vois, si on voit qu'il y a une pièce qui est critique, on va la mettre en triple, en quadruple pour s'assurer que si les 3 premières versions elles pètent, on a quand même un dernier recours. Donc elles font vraiment très attention. Mais on a des points de défaillance, par exemple les ailes, on en a 2, enfin si on en perd une seule, l'avion il est raide, tu vois. Donc il faut vraiment renforcer la carlingue
pour s'assurer que l'avion soit le plus solide possible, évidemment. Donc on a, d'ailleurs ils ont mis en place, ils ont une technologie de parachute, hein, bref, on va pas rentrer dans les détails sur l'aviation, mais on va chercher à renforcer, à limiter ces défaillances. Par contre, certains points de défaillance, comme l'attention en business, c'est une constante qui est là, qu'on ne peut pas dédoubler. Tu vois. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut parler à plus de monde. Donc, plus on a de clients dans notre business, moins le point de défaillance est important. Si on perd la confiance d'une seule personne, ça va beaucoup moins impacter notre chiffre d'affaires que si on a que 3 clients et qu'on en perd un, d'accord? À ce moment-là, si chaque client se rapporte, 5 000 euros par mois, t'en perds un, tu perds 5 000 euros d'un coup. Alors que si tu as 10 000 clients qui te rapportent les 15 000 euros au lieu des 3 clients, t'en perds un, c'est beaucoup moins problématique, d'accord? Donc, point de défaillance, si un client ou un prospect perd l'attention ou la confiance, tu perds définitivement la vente, tu perds tout ce qui viendra après, tous les profits qui viennent après. Donc quand on agit, on doit faire très attention à conserver ça. On va voir ça tout à l'heure. Notamment, ça c'est un truc qu'on a vite tendance à oublier parce qu'on est obnubilé par l'acquisition. D'accord, on veut faire de plus en plus de vues. Et du coup, si on gagne pas assez d'argent, on se dit c'est parce que je fais pas assez de vues, je suis pas assez connu, il faut que je fasse de l'acquisition. Mais on oublie que un client existant est habitué à acheter chez toi. Aussi, c'est beaucoup plus facile de lui revendre que de vendre à un nouveau. D'accord ? Acquérir un nouveau client, il faut créer une nouvelle habitude de consommation chez lui, et sur un marché concurrentiel, c'est pire encore. Tu dois casser l'habitude existante. Imagine, à titre personnel, tu as tes habitudes de vie. Par exemple, tu as l'habitude, après le travail, de rentrer, de regarder Netflix. Et si tu te dis, maintenant, en rentrant du travail, je ne veux plus regarder Netflix, je veux aller à la salle de sport. Tu vois la difficulté, et tu dois d'abord casser l'habitude Netflix pour la remplacer par l'habitude de sport. Donc c'est beaucoup plus facile de rester dans l'habitude Netflix que l'habitude de sport. Sachant que là, tu as une intention concrète de dire, je ne veux plus rester dans Netflix mais à la salle de sport, les gens qui tombent sur tes produits n'ont pas forcément une intention consciente de dire je suis chez la marque A, je vais changer pour une autre marque, je cherche une autre marque. Ça arrive, ce qu'on appelle des non-clients imminents, mais en général, d'ailleurs c'est une très bonne idée de viser ces gens-là, mais en général, les gens sont déjà habitués à consommer dans une marque, donc pour les faire bouger chez toi, on a tendance à sous-estimer l'effort que ça prend. Donc on sous-estime drastiquement l'effort. C'est pour ça qu'on dit que c'est 7 à 12 fois plus cher ou plus dur de vendre à un nouveau client que de revendre à un client existant. Ça veut dire que les clients que tu as dans ta liste, les prospects que tu as dans ta liste, tu veux les conserver au maximum. Tu veux faire l'effort de les garder parce qu'ils sont, à un moment donné, ils se sont inscrits, ils ont dit ah tiens, ça peut m'intéresser. Et tu veux les garder au maximum, tu veux tout faire pour qu'ils soient contents d'être sur ta liste, qu'ils soient contents d'être tes clients et qu'ils soient contents de réacheter encore et encore chez toi. Donc au lieu de te concentrer sur plus de trafic, il faut te concentrer sur moins de churn rate, plus de rétention. Donc garder les inscrire les clients le plus longtemps possible. D'ailleurs, on a Dean Jackson, qui est un illustre marketeur, qui a constaté chez lui et ses nombreux clients que seulement 20% achètent dans les 3 premiers mois. Le reste achète dans les 18 mois qui suivent. Le 80% de l'audience va acheter dans les 18 mois qui suivent. Est-ce que tu te rends compte ce que ça veut dire ? Ça veut dire, réfléchis bien à ça. Ça veut dire que si tu te presses, dès que quelqu'un rentre dans ton système, d'essayer de lui vendre quelque chose et que tu appuies avec de la pression marketing, tu vois, encore, vas-y, on appuie, il y a un moment donné, tu te rends bien compte que tu vas frustrer la personne, elle va se barrer. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être 20% de ces gens qui vont acheter, qui auraient de toute façon acheté d'ailleurs au passage. Et par contre, tu vas frustrer le 80% qui, eux, n'étaient pas forcément prêts. Quand tu fais des propositions commerciales encore et encore à des gens qui ne sont pas disposés à acheter chez toi pour l'instant, tu vas les faire fuir. D'accord ? C'est comme, j'aime bien toujours faire le parallèle avec la relation humaine. Imagine, tu es en couple, ou que tu connais, non, on va faire mieux. Tu connais pas cette personne, tu connais pas la personne. Tu arrives dans la rue, tu lui dis, est-ce que tu veux m'épouser ? Est-ce que tu veux m'épouser ? Tu lui cours après, est-ce que tu veux m'épouser ? Tu as plus de chances de finir devant le juge que devant le prêtre, d'accord ? Ou le curé, ou le rabbin, ou l'imam, ou je sais pas, d'accord ? Tu as plus de chances de finir devant le juge. Donc, c'est une question de timing. Ça veut dire que les gens qui sont pas prêts à acheter, qui sont dans ta liste,
Si tu veux conserver leur attention, tu ne veux pas essayer de leur vendre plus, de créer plus de contenu, de leur envoyer plus à la gueule de promotion, mais c'est de vraiment tempérer. D'accord? De dire, ok, eux, ils sont pas prêts. On va pas les stresser, on va continuer à ouvrir la discussion tranquillement avec eux, on va les séduire, on va rentrer dans une relation agréable, légère, et dès qu'ils se sentiront prêts à passer à la phase suivante, eh ben on va les closer, on va leur proposer quelque chose de plus, d'aller plus loin avec nous, d'accord? C'est la même chose en séduction. Donc, ça a l'air un peu con et simple comme idée, tout ce que je te raconte là, mais je te garantis que, il y a très peu de business qui fonctionnent comme ça à des niveaux, poussés, d'accord? On est tous à essayer de faire plus de vues sur YouTube de manière générale, et ça, franchement, c'est pas la stratégie la plus intéressante. Enfin, je veux dire, ça peut fonctionner, je dis pas, mais c'est beaucoup plus difficile, et ça va être de plus en plus difficile parce que chaque année, de plus en plus de concurrents, c'est de plus en plus difficile d'acquérir un nouveau lead, un nouveau inscrit sur ta liste. Et donc, du coup, tu as intérêt que chaque inscrit te rapporte de plus en plus, d'accord? Ok. Donc, on cherche à maximiser la relation client. Concrètement, on va te parler de deux concepts. Le conditionnement opérant et la iatrogénie. Des termes compliqués pour des choses relativement simples. Le conditionnement opérant, tes contenus, d'accord? Donc, à faire simple, le conditionnement opérant, c'est quoi? C'est punition-récompense. Si je fais une action, est-ce que immédiatement je suis puni ou est-ce que je suis récompensé? Si je suis puni, j'ai tendance à éviter le comportement. Si je suis récompensé, j'ai tendance à le renforcer. Voilà, pour faire simple. Donc si tu publies un contenu de bonne qualité, tu vas conditionner ton audience à ouvrir les prochains contenus. Mais l'inverse est également vrai. Les mauvais contenus conditionnent à les éviter. Tu vois, c'est pas qu'une question de créer des titres accrocheurs. Le client, ou l'inscrit, ou simplement le trafic, la personne qui te connaît pas, qui premier contact, elle arrive avec un bagage, une conscience. Et la première fois qu'elle a contact avec toi, elle va commencer à faire cette association. Donc si j'ai regardé un contenu de un tel, est-ce que je me suis senti bien ou mal suite à ce contenu? Donc c'est-à-dire, est-ce que j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir été insulté? Est-ce que j'ai l'impression que on s'est foutu de ma gueule? Ou est-ce que j'ai l'impression que j'ai passé un bon moment, que j'ai eu des déclics, que j'ai appris quelque chose, que j'ai été inspiré? Et donc du coup, il y a un conditionnement opérant qui va se faire récompense. Donc j'ai regardé ce contenu, je me suis senti bien, donc on associe le fait de se sentir bien au fait d'avoir regardé, écouté le contenu, lu le contenu, égale, je suis un peu plus conditionné à regarder le suivant. L'inverse, c'est vrai dans les deux sens, d'accord? Le truc, c'est que les émotions négatives sont plus fortes que les émotions positives. Donc, tu peux créer 10 contenus où il va être content, mais un contenu, tu vas complètement passer à côté du truc et l'insulter comme a fait Gillette, par exemple, avec son audience. C'était pas volontaire, évidemment, mais voilà ce qui s'est passé. Et donc, du coup, tu perds l'audience, tu perds l'attention, je veux dire, de la personne. D'accord? Toi-même, par exemple, tu as probablement en tête un créateur dont tu évites scrupuleusement de consommer ses contenus. Simplement parce que tu le trouves pas à ton goût, d'accord? Donc, il peut créer les meilleurs titres du monde, tu dis, ah, c'est lui qui a créé ça, je prends pas la peine d'ouvrir, c'est de la merde. D'accord? On a tous ce réflexe. Il t'a conditionné à éviter ces contenus. Donc, non seulement on crée des titres de qualité, certes, mais surtout, on fait en sorte que le contenu qui a été créé, que ce soit un contenu gratuit ou payant, ait provoqué des émotions positives, une expérience positive. D'accord? C'est vraiment une question d'expérience. On parle souvent de valeur dans un contenu, j'aurai l'occasion de parler de ça dans d'autres épisodes, mais on parle souvent de valeur, et quand on parle de valeur, on a l'impression de parler de conseil. Valeur égale conseil, c'est faux. Une valeur égale une expérience positive. L'expérience, elle est émotionnelle. On donne pas de l'information brute dans un contenu, on donne des déclics. D'accord? Par exemple, là, le déclic aujourd'hui, c'est que tu dois éviter de faire des erreurs qui te font perdre l'attention des gens. Donc vraiment te faire ce reframe, ce déclic, te faire voir le monde autrement. Mais je vais pas commencer à t'asséner de formules mathématiques et compagnie. Je suis pas en train de te vendre de l'information, je suis en train de te vendre une nouvelle perspective du monde, un déclic, un truc que tu te dises, ah waouh, c'est génial. Ce que je te vends, c'est ce waouh, j'avais pas vu ça comme ça. C'est ça que je cherche à provoquer en créant mes contenus, et c'est ça que tu dois chercher à provoquer en créant les tiens. Alors ça peut être différents types d'émotions, tu vois, par exemple, tu as ceux qui font du vlog, on n'est pas forcément sur du recadrage comme je le fais là, mais on est sur une expérience plus sur l'inspiration, genre waouh, ce que la personne est en train de vivre, c'est génial, j'ai envie de vivre la même chose, je regarde ces vidéos, comme ça je peux vivre un peu le truc par procuration, et du coup un jour peut-être moi aussi je pourrais le faire, ça m'inspire, tu vois. Donc du coup c'est une autre forme de valeur. La valeur est dans l'expérience, elle n'est pas dans le conseil.
D'accord? Parce que si je t'assène de 400 000 kilos d'informations, tu auras l'impression que c'est trop compliqué, que ça te prend la tête, égale émotion négative, égale conditionnement négatif, égale je vais éviter ces contenus à l'avenir parce que ça me saoule. Ok? Ça, c'est l'erreur majoritairement faite par les créateurs de contenu. Donc, conditionnement opérant sur tes contenus. Deuxième chose, la iatrogénie. Alors, la iatrogénie, c'est un concept qui a été inventé en médecine. C'est simplement le principe des effets secondaires. Tu prends un médicament et tu as des effets secondaires. Est-ce que les effets secondaires sont pires que le soin prodigué? C'est-à-dire que est-ce que les effets néfastes sont pires que les effets positifs du truc? Et c'est valable, ce principe est valable dans toute action, en fait. C'est pas seulement une question de médicaments, d'accord? Chaque action comporte des bénéfices et des risques, ou des coûts. Attention à pas exécuter des actions qui causent plus de problèmes qu'elles n'apportent de bienfaits. Si tu comptes passer à l'action, tu dois avoir une solide compréhension des bénéfices, mais surtout des risques, de dommages. Et pour avoir cette vision d'ensemble, je veux dire, pour avoir cette vision des problèmes et des bienfaits, tu dois voir la chose dans son ensemble. Parce que souvent, c'est dans le temps. Regarde, si on reprend Netflix, si tu juges sur l'immédiateté de l'action, tu vas dire, ah ben tiens, j'ai passé une heure à regarder Netflix, ça me détend, je me sens bien, j'aime bien regarder Netflix. Donc, on a ce conditionnement opérant qui est immédiat, genre, Netflix égale bien parce que je me sens bien. Mais le cerveau a du mal à considérer les 2, 3, 4e, 5e ordre de conséquences. C'est-à-dire que si tu commences à regarder Netflix tous les jours au lieu d'aller à la salle de sport, ta santé va se dégrader. Donc ça, c'est les ordres de conséquences suivants. Donc c'est les effets secondaires de Netflix. Pour trouver les effets secondaires, il faut regarder dans le temps. Il faut regarder l'effet boule de neige de l'action. D'accord? Donc on regarde pas seulement l'action immédiate. C'est-à-dire que le contenu que tu as créé aujourd'hui, peut-être qu'à court terme, il peut te rapporter de l'argent. Je te donne un exemple en business. Le fait d'utiliser l'urgence. L'urgence, beaucoup de promotions. Sur le court terme, ça va te rapporter de l'argent. Tu vas voir que tu as de l'argent qui rentre. Par contre, on l'a vu tout à l'heure, 80% des gens achètent dans les 18 mois qui suivent. D'accord? Donc, ces gens-là, tu peux peut-être les perdre parce que tu as trop insisté à court terme, tu gagnes de l'argent, mais les effets secondaires sont la perte, la désinscription de ces 80% qui auraient pu acheter plus tard. Et donc du coup, tu te retrouves avec beaucoup moins de personnes sur ta liste qui achètent, donc tu as l'impression qu'il te faut beaucoup plus de personnes qui rentrent dans ta liste. Et c'est malheureusement, c'est quelque chose que tu ne vois pas sur tes métriques. Si tu mesures ton business, tu vas pas le voir, ça. D'accord? Tu peux voir combien, tu dois dire, ah ben tiens, les gens achètent seulement après 3 mois, et après, ils ont tendance à plus acheter, donc il faut que pendant 3 mois, je matraque absolument encore et encore, parce que passer cette time frame, passer ce délai, les gens de toute façon n'achètent plus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le biais du survivant, on voit pas, il y a certaines choses qu'on ne voit pas. Mais en réalité, ils se comportent comme ça, non pas parce que le monde est comme ça, mais parce que ton comportement les force à expulser la majorité des gens qui pourraient devenir tes clients. Donc, en regardant sur la durée, on va pouvoir voir plus loin les effets secondaires. Donc si on se dit, ah, tiens, je vais faire peut-être moins d'urgence, mais je vais faire en sorte de surtout respecter l'attention et la confiance des gens, ça veut dire que celui qui ne veut pas, par exemple, recevoir une offre, une promotion, je vais pas forcément lui l'envoyer. D'accord? Celui qui dit, je veux pas recevoir ça, bam, je lui envoie pas. Ça peut être une manière de faire pour respecter au maximum le désir des gens. Comme ça, la personne, elle a toujours l'impression, tu vois, sinon tu harcèles. Je veux dire, quelqu'un qui a pas envie de recevoir tes promotions et qui les reçoit, tu l'harcèles. Au bout d'un moment, la personne harcelée va dire non, mais va te faire foutre et se désinscrit. Ok. Donc, on se concentre, tu te concentres sur ceux qui veulent acheter et que tu oublies ceux qui pourraient potentiellement acheter mais qui sont pas prêts et que tu les harcèles. Donc tu vas voir les ventes chez ceux qui veulent acheter, mais tu vas pas voir les pertes concrètes. Ceux qui se désinscrivent, tu vois qu'ils se désinscrivent, mais tu vois pas qu'ils auraient potentiellement acheté plus tard. J'entends souvent les formateurs qui disent ouais, c'est des gens qui auraient de toute façon pas acheté. C'est pas vrai. D'accord, ça c'est une hypothèse, c'est fondé sur rien du tout. Les gens, s'ils restent plus longtemps, plus ils sont de fait, plus tu es en contact longtemps avec quelqu'un, plus tu développes de la confiance, plus tu auras tendance à vouloir aller loin avec cette personne dans la relation. D'accord? Donc, plus une personne est longtemps, je veux dire, quelqu'un qui lit tes emails tous les jours pendant 2 ans, c'est difficilement possible qu'il n'achète pas tes formations, tes produits ou tes services. Peut-être pour une question, alors ça, je dis pas que c'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus difficile, d'accord? Dans le sens où la raison, c'est peut-être qu'il n'a pas d'argent, ou qu'il y a d'autres raisons derrière qui font que, mais généralement, une personne qui a 2 ans qui suit tes trucs, il y a peu de chances qu'elle n'achète pas. Okay. Voilà. Donc, comment conserver l'attention? C'est ça finalement la question. C'est comment conserver l'attention? Si conserver l'attention nous permet de
de vendre plus en faisant moins d'acquisitions, d'accord, ce qui est bien, ce qui est même indispensable, et de plus en plus indispensable avec les années qui viennent. Comment conserver l'attention? Un principe tout simple. Éviter les erreurs est plus facile que de briller. D'accord? Si tu fais tout pour attirer l'attention et créer de la confiance, tu risques de provoquer l'effet inverse. Contente-toi d'éviter les erreurs qui détruisent celle-ci, car éviter la stupidité est plus facile que d'agir brillamment. D'accord? Donc au lieu de chercher à faire des grands coups, on cherche à éviter simplement les erreurs. C'est beaucoup moins shiny, c'est beaucoup moins grandiose, c'est juste, voilà, on essaie de pas faire faux, d'accord? Ça peut paraître un peu bizarre comme concept. C'est un concept que je tire de Charlie Munger, un milliardaire, donc il a plus de 2 milliards sur son compte, ami de Warren Buffett qui a plus de 100 milliards sur son compte, qui lui aussi utilise cette manière de réfléchir. Et il nous dit, Charlie Munger, il est remarquable de voir l'avantage à long terme que les gens comme nous ont obtenu en essayant d'éviter systématiquement de ne pas être stupide, au lieu d'essayer d'être très intelligent. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de faire un truc génial, on essaie de juste faire les choses correctement. On essaie d'éviter les erreurs. Parce que tu peux faire 1 million de trucs génialissimes, il suffit d'un problème pour tout casser. Genre, l'avion, t'as toutes les pièces de ton avion qui fonctionnent, juste une qui fonctionne pas, point de défaillance unique, l'avion tombe. Donc on cherche à éviter les défaillances, au lieu d'essayer de faire un truc... tu vois, je veux dire, vraiment on se concentre sur éviter les erreurs. La checklist, c'est pour... avant de décoller, c'est pour vérifier que tout fonctionne. Donc c'est pour éviter les erreurs. Ok, on cherche à éviter les erreurs. Quand tu réfléchis comme ça t'enlève aussi la pression de te dire, bon, j'ai pas besoin de faire le contenu le plus génial du monde, je dois juste éviter de commettre des erreurs qui détruisent l'attention et la confiance. Donc, je vais te donner quelques-unes de ces erreurs à éviter. Donc, on a tout d'abord les erreurs qui détruisent l'attention. Manque de mystère dans l'accroche, dans le titre et l'intro. Donc, il n'y a pas on n'a pas créé de cliffhanger, d'open loop, c'est-à-dire de questionnement non résolu, de conflit non résolu. Donc il y a un truc qui est en train de se passer, on a envie de savoir le dénouement, d'accord, il y a une forme d'anticipation, on veut savoir, mais on révèle pas tout de suite le truc. Ok, d'accord, donc on veut apprendre à créer cette tension, c'est absolument indispensable. Si tu n'arrives pas à faire ça, tu essaies une erreur, égale tu perds l'attention directement. Enseigner au lieu de fasciner, c'est ce que je te disais avant, on a tendance c'est l'erreur numéro 1 des créateurs, c'est d'être dans l'enseignement au lieu d'essayer de fasciner. On donnait de l'information au kilo, il faut qu'on fasse un recadrage, il faut qu'on réfléchisse en termes d'émotion, d'expérience. Ton contenu manque de substance, s'étire en longueur, donc tu te répètes 40 fois sur les mêmes trucs, bateau. Manque de rythme, d'accord, ça bouge pas assez vite, ou c'est trop vite, ou voilà, où il n'y a pas de rythme, il y a pas la narration est pas bonne. Ça manque de pertinence, c'est-à-dire que ça concerne pas directement l'audience se sent pas concernée. Par exemple, tu parles pas d'un truc qui l'intéresse, ou d'un truc à quel elle peut s'identifier, ou un truc qu'elle connaît, d'accord. Il y a plusieurs manières de concerner une audience. Comme si je te dis, il y a une explosion à 2 mètres de chez toi, là, dans la villa d'à côté, ça va plus te concerner que si c'est à l'autre bout du monde, d'accord. Donc, concerner l'audience au maximum. Voilà, t'es concerné, c'est-à-dire que ça a un impact sur ta survie. Par exemple, ce contenu, si tu es toujours en train de m'écouter, c'est que pour toi, ça a un impact sur ta survie, dans le sens où comprendre ce principe de l'attention, ça va t'aider à booster ton business, égale gagner plus d'argent, égale augmenter tes chances de survie. Donc je te concerne directement par le bénéfice, ok? C'est une façon de faire. Les explications trop complexes et denses, aussi, d'accord? Ok, donc on rejoint un petit peu le côté... enseigner au lieu de fasciner, donc on rentre dans des trucs trop complexes, on va trop loin, on se perd dans des détails, ce qui casse aussi le rythme. Donc voilà quelques manières de perdre l'attention. Il y en a d'autres, hein, mais pour l'attention, les principales, les voici. Et les erreurs qui détruisent la confiance, pour terminer. La promesse manque de crédibilité. Donc si je te dis maintenant, si tu achètes mon produit à 500 €, tu vas pouvoir communiquer avec les extraterrestres. Bon, on est d'accord que si je te fais ce genre de promesse-là, immédiatement tu vas dire ce mec il a un problème. Alors peut-être certains vont acheter, mais la majorité de mes clients, mais mon audience va penser que je suis un hurluberlu et que ce que je te raconte, ça a vraiment plus aucune crédibilité, parce que si je suis capable de croire en ce genre de truc, alors je dis peut-être les extraterrestres ça existe, mais de là à être en communication avec eux et faire des orgies sexuelles dans des soucoupes volantes, on n'y est pas, tu vois. Donc si je commence à vendre des orgies sexuelles avec des extraterrestres, tu vas me dire ce mec-là, il est pas net, d'accord? Soit c'est un menteur, soit c'est un allumé, voilà, c'est un escroc ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, je vais plus lui acheter ces trucs parce que c'est quand même vachement chaud, tu vois. Donc je prends un exemple extrême, évidemment.
Une autre erreur qui détruit la confiance, c'est un signal de faible autorité, surtout dans ton domaine. Par exemple, quand tu essaies de te vanter, tu vois, genre, voilà ce que je suis capable de faire, machin, on sent bien que tu essaies de compenser le truc, d'accord? C'est de la compensation, c'est aussi l'avantardisme, c'est une forme de compensation, on essaie d'en faire des caisses, d'accord? Donc on sent que la personne, elle est pas tellement légitime sur son truc. Les comportements négatifs des autres à ton égard, genre si dans une vidéo on voit quelqu'un te maltraite alors que c'est un nobody entre guillemets et qui va te rabaisser alors que toi t'es dans ton domaine, t'es censé être un expert, tu vois, ce genre de signal d'autorité, ça a un impact extrêmement négatif sur la confiance. Le fait de pas parler avec confiance par exemple aussi, d'accord, ça c'est un autre point qui est là. Donc un signal de manque de confiance, donc tu bégayes, tu transpires, tu essaies de trop te justifier, genre oui mais moi, nanana, voilà. Ou un signal de malhonnêteté. Donc on peut rejoindre le truc de crédibilité avec les extraterrestres aussi ici, ça pourrait être considéré comme de la malhonnêteté, où voilà, on essaie de faire des trop grosses promesses, on essaie de vendre un truc pas vrai. Voilà, donc ça peut fonctionner, tu vois, tu dis, ah, tiens, si je vends de la merde, effectivement, les gens achètent plus. Mais le problème, c'est que une fois qu'ils ont acheté, s'ils se sont sentis couillonnés, tu détruis la confiance. Donc la fois suivante pour le revendre, tu vois, genre ils ont moins de confiance, c'est ça de plus dur. Ça de plus dur, et ça de plus dur. Donc si les produits que tu fais ne produisent pas une expérience positive, tu les conditionnes négativement, donc du coup ils vont éviter tes contenus, d'accord? Voilà quelques erreurs, donc j'aurai l'occasion dans plein d'autres épisodes de développer tout ça aussi. Si ça te plaît ce genre de format, c'est un format qui est un peu plus poussé que ce qu'on a l'habitude de voir. Moi, j'ai une liste d'abonnés, tu peux aller sur damienp.com ou cliquer dans le lien en dessous dans la description pour t'inscrire à ma liste. Tu seras comme ça tenu au courant des épisodes qui sortent et voilà, j'ai aussi mes pensées, mes réflexions dans cette mailing list. Donc je te laisse cliquer en dessous et si tu veux t'inscrire. Et puis nous, on se retrouve dans un prochain contenu. Salut!